Vous avez été nommé facilitateur du dialogue national par le chef de l'État à quelques encablures du rendez-vous du 28 mai. Êtes-vous dans quel état d'esprit? Je vous remercie d'abord de l'invitation. Je salue encore mon ami, mon frère Momar. Je le félicite encore pour sa nomination. Je pense que lui aussi, il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mon état d'esprit aujourd'hui, c'est d'abord la satisfaction et l'honneur d'avoir été déjà désigné, choisi par le président de la République pour faciliter ce dialogue national sur le système politique. Je suis moi-même très redevable de l'État du Sénégal. J'ai fait l'école publique, donc lycée Vanvo, Université de Dakar. Donc le pays a beaucoup fait pour moi et donc c'est une occasion, entre autres, de servir dans un moment clé de progression de notre pays vers des lendemains meilleurs. C'est cet état d'esprit qui me guide, cet honneur, mais aussi cette responsabilité, sachant ce que cela représente dans ce moment-ci, avec donc cette confiance du président de la République qui m'a instruit quand même un certain nombre de principes sur lesquels devrait se baser ce travail de facilitation. L'esprit de co-construction, donc, qui permet au même pied d'égalité à tous les acteurs de pouvoir contribuer à la réussite de ce dialogue, à la définition de consensus fort sur le système politique sénégalais, mais également sur l'esprit d'inclusion. Voilà, que tous les Sénégalais, qu'ils soient hommes politiques ou citoyens, qu'ils soient des identités remarquables, que ce soit des structures sociales ou des institutions sociales, religieuses, culturelles, les jeunes, les femmes, voilà. Depuis tous ces jours-ci, je me démène pour essayer de montrer à chacune de ces catégories que ce dialogue lui appartient et qu'il se prépare également à y apporter sa contribution. Pour moi, c'est très important, cette démarche d'inclusion qui a d'ailleurs commencé par l'envoi des termes de référence depuis début avril, avant même que je sois même consulté, à plus forte raison d'être nommé. C'est une démarche donc initiée par le président de la République qui voulait que le contenu du dialogue ne vienne pas seulement de lui, mais qu'il soit coproduit par les acteurs à travers donc ces termes de référence provisoires qui permettent à chaque acteur de proposer, d'enlever des choses ou de rajouter des choses. Et cette démarche-là a été très productive, très fécondante. Et il y a également la plateforme Djubonti qui est également conçue pour permettre à tous les Sénégalais, partout où ils sont, de rentrer dans la plateforme, de répondre au questionnaire qui est posté, également de télécharger des contributions écrites plus élaborées, voire même des vidéos, même la question des langues, dans quelle langue on peut répondre, on peut envoyer sa contribution. Tout ça a été conçu véritablement pour assurer cette inclusion.
À quelques jours du dialogue, il faut s'assurer que les invitations répondront au même état d'esprit, que toutes les personnes qui doivent participer à un tel dialogue, malgré les limites, par exemple logistiques, qui peuvent exister, mais que toutes ces personnes puissent participer au dialogue. Peut-on avoir une idée du nombre d'organisations ou segments de la société qui vont prendre part au dialogue national? Ça va être difficile d'avoir un chiffre fixe, mais en tout cas, au moins plus de 500 organisations, personnalités, etc. vont participer à la cérémonie d'ouverture. Mais il y a la cérémonie d'ouverture d'un côté et également le travail qui se déroulera dans les commissions et qui pourront aller plus au fond. Et donc, c'est en tout cas autour de ces chiffres-là qu'on planifie ce travail-là au sein des 3 commissions. Nous ne sommes pas dans un contexte de crise politique proprement dite. Est-ce que la pertinence et l'opportunité d'un dialogue se justifient-elles valablement? Bon, je pense que c'est une appréciation respectable, mais je ne la partage pas. Et je pense que d'abord, le dialogue national est devenu une tradition républicaine. Même avant d'être institué avec une date, le dialogue a toujours coexisté avec les crises politiques au Sénégal. La démocratie sénégalaise, sa marche, sa trajectoire, elle est marquée par des moments de crise, parfois intenses, violentes, et puis des moments de calme, de dialogue, de concertation qui peuvent produire des consensus forts. Et c'est comme ça que notre pays a toujours fonctionné et est devenu un peu partout un exemple de démocratie. Donc ces dialogues-là sont indispensables à cette respiration démocratique. Et il me semble que le moment importe peu, que ça soit avant les élections, que ça soit après les élections, que ça soit dans une période où il n'y a pas d'élection. Tous ces dialogues sont utiles pour continuer à réinventer notre démocratie à travers des mécanismes qui peuvent prévenir les crises prochaines ou qui peuvent en tout cas rassurer, instaurer la confiance des acteurs sur les règles du jeu, instaurer des institutions, instaurer des comportements. Ça, on n'a pas besoin de choisir son moment pour le faire. Tous les moments sont pertinents pour cela. La conjoncture économique jugée difficile par certains peut-elle impacter positivement ou négativement sur le dialogue national? Je pense que avec le contexte économique difficile, justement, le dialogue sera d'autant plus utile qu'il va permettre de mettre derrière nous, de manière peut-être définitive, les disputes politiques pour pouvoir mobiliser le pays en entier pour s'attaquer aux défis qui sont devant nous. Le défi de la jeunesse, 75% de la population du Sénégal avec ses attentes, ses exigences, sa créativité, ses ambitions, la nécessité de les éduquer, d'assurer la santé, la formation. Ne l'oublions pas, presque 40% de la population, de cette population jeune, active, qui a l'énergie, qui a les cerveaux, etc., n'est ni en formation, ni en éducation, ni en métier. Donc c'est un défi immense et on n'a plus besoin de disputes électorales, de disputes politiques devant un tel défi.
C'est pour ça que tout le monde devrait d'ailleurs se mettre d'accord que c'est ça le vrai défi. Mais évidemment, tout le monde voit que les disputes électorales nous font perdre toujours beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, nous coûtent aussi en termes de cohésion sociale. Et donc, cette réconciliation-là sur les aspects politiques nous permettre de mieux attaquer les défis économiques. Avez-vous des garanties du chef de l'État quant à l'application effective des conclusions qui seront issues de ces concertations? Je ne suis pas en position de demander des garanties au président de la République. Je pense que les Sénégalais l'ont élu largement. Il a la légitimité populaire, celle des urnes qui est la consécration du mode de choix en démocratie. Il aurait pu lui-même prendre toutes les décisions que lui offre la Constitution, que lui autorise la Constitution et les lois de ce pays. Mais il a voulu ouvrir la discussion, construire des grands consensus avant de prendre des décisions qui engagent la nation. Donc, je reste confiant sur le fait qu'il ne l'a pas organisé pour rien et que tous ces consensus connaîtront un sort qui pourrait permettre à la démocratie sénégalaise de progresser. On verra dans son discours d'ouverture, peut-être qu'il se prononcera là-dessus. Mais vous avez fait référence aux assises de la justice, même si ils n'ont pas communiqué là-dessus. Je sais que le travail s'est poursuivi depuis l'année dernière et pour affiner les rapports, pour permettre aux experts d'écrire, ou en tout cas d'élaborer les lois, les règlements, les changements qui vont structurer la réforme ou la refondation de notre justice, et que ce dialogue politique, bien sûr, qui a un lien avec les questions de justice. La justice et la démocratie sont deux éléments qui s'interpénètrent. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi d'attendre le dialogue politique avant de mettre en place un paquet de réformes qui prendraient en compte ces deux assises. La plateforme Jubbanti a été mise en place dans le cadre de ce dialogue pour recueillir les avis des citoyens. Quelles sont les propositions déjà enregistrées? Je dois avouer que ça fait quelques jours que je ne l'ai pas regardé, mais étant donné que c'est un questionnaire qui a été élaboré pour répondre à des questions précises, sans trop de dissertation, je crois que c'était une manière de mesurer le degré d'adhésion des Sénégalais par rapport à un certain nombre de préoccupations sur le nombre de partis politiques, sur le financement des partis politiques, sur est-ce qu'on met en place une Sénat, une CENI, est-ce qu'on envisage de changer un certain nombre de lois sur les libertés publiques, sur les droits humains. Sur tous ces éléments-là, cette plateforme permet, avec des statistiques, de mesurer le degré d'adhésion des Sénégalais. Pour le moment, je ne peux pas donner de résultats, puisqu'il y a une équipe qui est chargée de les traiter et qui va nous présenter des résultats prochainement. Je sais également que après avoir envoyé les termes de référence, il y a eu des dizaines, peut-être même des centaines de réactions d'organisations de toutes sortes sur les termes de référence, qui ont fait des propositions et qui permettent aujourd'hui, depuis au moins 3-4 jours, à une équipe de réécrire les termes de référence, d'élargir la palette des questions qui y étaient posées, de
disons, redéfinir dans un sens plus large certains concepts qui ont été mis dans les termes de référence pour que ça intègre justement les préoccupations qui ont été soulevées. Notamment, il y a beaucoup d'éléments sur les questions économiques. Et souvent, je leur dis, mais ne sortons pas l'économie de la démocratie. Il y a aussi la démocratie économique. C'est celle-là, d'ailleurs, qui est la plus difficile. Sur les droits humains, l'essentiel des droits humains, c'est les droits économiques et sociaux. Donc, on ne sort toujours pas des questions économiques. Et donc, sur tous ces éléments-là, on est en train de réécrire les termes de référence qui vont, par la suite, être rediscutés au début du dialogue, pour que tout le monde se mette d'accord sur ces termes de référence-là, et également au sein des commissions. Chaque axe va être rediscuté pour voir si on a vraiment pris en compte tous les éléments de définition de ces axes-là. De par le passé, il y a beaucoup d'appels au dialogue. Quelle est la particularité de ce dialogue du 28 mai? Ce dialogue-ci devrait être vraiment un dialogue marquant la fin d'une longue période où des concertations se sont multipliées et où on va enfin avoir un certain nombre de consensus forts sur lesquels on ne revient pas pendant plusieurs années. C'est ça, en tout cas, l'ambition qu'on doit se donner pour que, justement, la signature de la charte de la bonne gouvernance qui a été donc signée par le parti au pouvoir et aussi par la plupart des acteurs, que toutes ces décisions-là, tous ces engagements-là connaissent leur traduction dans des actions concrètes et à partir de maintenant qu'on ferme cette page pour ouvrir d'autres pages, disons, relatives aux défis économiques et sociaux que notre pays devra affronter. Et géopolitique aussi, ne l'oublions pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une région qui est très menacée par des choses assez graves, le djihadisme, le terrorisme, la drogue et beaucoup d'autres choses qui aujourd'hui pénètrent de plus en plus notre pays. Et donc tous ces éléments-là sont des défis que nous devons affronter, mais dans une certaine cohésion sociale et avec un certain nombre d'accords sur les aspects politiques qui nous permettent vraiment de nous libérer de ces questions-là. Sur la base de quels indicateurs pourriez-vous considérer ce dialogue national comme étant un exercice réussi? C'est une question difficile parce que c'est un dialogue national avec tellement d'acteurs, tellement de préoccupations, tellement de questions également à aborder. Mais si à la fin on réussit un dialogue inclusif, si ce dialogue permet d'avoir des consensus forts sur lesquels les acteurs de la nation globalement et les acteurs politiques s'accordent, je pense qu'on pourra parler de réussite du dialogue. Mais évidemment, c'est une tâche immense puisque ce ne sont pas que des idées qui s'affrontent, ce sont aussi des intérêts qui s'affrontent. Ce sont donc des éléments qui rendent le dialogue encore plus difficile. Mais je crois que, comme d'habitude, les Sénégalais sont capables de sursaut, sont capables de surmonter parfois des grands différends et c'est seulement à travers le dialogue que ça va se faire. Donc, ce dialogue-là prend tout son sens. Qui sont les autres personnes qui vous accompagnent dans cette mission? Il y a toute une partie du cabinet du président de la République. Il y a le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence la Direction générale des élections,
et une partie de la direction générale de l'administration du territoire qui m'accompagne. Évidemment, j'aurais bien aimé ne pas être la seule personne qui apparaît, mais les gens avec qui on va organiser la facilitation de ce dialogue n'ont pas été nommés assez tôt pour que je puisse m'afficher avec eux, voyager avec eux, visiter avec eux, consulter avec eux. Malheureusement, mais je pense que ce n'est que partie remise dans les jours à venir. Donc on va également voir d'autres personnes qui incarnent peut-être l'organisation de ce dialogue. Visiblement, vous semblez être dans votre élément quand vous évoquez ces questions. Qu'est-ce qui explique une telle aisance dans ce rôle de concilier des positions pourtant divergentes? Bon, je suis quand même pas mal dans mon élément parce que depuis, je dois dire, 25 ans, je ne fais que ça. Dans tous les domaines ou tous les secteurs dans lesquels j'ai travaillé, je n'ai fait que ça. À quelque part d'ici, immeuble Youssou Ndour, on avait notre première équipe d'ENDA qui s'appelle ENDA Dialogue Politique. C'est par cette équipe que je suis entré à ENDA Tiers-Monde, jusqu'à attacher parfois même mon nom à cette organisation tellement je suis resté longtemps. Et l'idée, c'était pas seulement dans un dialogue politique global, mais dans des dialogues sectoriels sur les politiques publiques, les politiques d'agriculture, les politiques de pêche, les politiques urbaines, les politiques migratoires, les politiques... voilà, toujours mettre autour de la table les acteurs et les parties prenantes et discuter avec eux, trouver des consensus. Donc je suis un peu dans mon élément et comme je dis, il n'y a pas de hasard. Donc je pense que c'était sur le chemin de mon destin d'être peut-être choisi pour ce type de mission. Voilà, donc ce que je peux rajouter. Merci, Dr. Cheikh Gueye, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.